Aujourd'hui, on se posera la question, pourquoi après 13 ans, c'est aujourd'hui que je me présente, et de manière spontanée. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, je ne me plains pas de mon sort. Parce que le jour 28 septembre, quand j'ai décidé de quitter ma maison pour aller, je suis allé en connaissance de cause, en sachant les risques que je courais. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Mon sort, je me suis accommodé avec, parce que c'était moindre que ceux qui ont perdu la vie. Le procès du 28 septembre suit toujours son chemin et comme vous le saviez, nous sommes maintenant passionnés depuis très longtemps à la recherche de la vérité dans cette histoire du procès du 28 septembre. Et depuis maintenant près de 2 mois, nous assistons ici au passage tour à tour de toutes ces personnes qui ont non seulement été victimes lors de ces événements du 28 septembre, mais qui ont aussi vécu les événements du stade du 28 septembre. Et aujourd'hui, devant ce tribunal, face à nous, nous avons le docteur Ben Youssouf Keita qui vient témoigner non seulement pour lui qui a été violenté et victime lors de ces événements, mais aussi pour sa femme qui a aussi été violentée et victime et qui jusqu'à présent vit avec des séquelles de ces événements du 28 septembre, comme le dit son mari dans cette audition. Quand on suit cette audition jusqu'à la fin, on se rend compte que Dr Ben Youssouf, non seulement il est politique, mais qu'il a aussi d'autres ambitions derrière la tête et il le fait savoir ici devant ce tribunal. Dr Ben Youssouf Keita veut devenir président de la République. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Alors, dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis un homme politique. Aujourd'hui, je suis leader d'un parti politique. Je suis président d'un parti qui s'appelle Alliance pour le changement et le progrès, ACP. Mais il y a 13 ans auparavant, j'étais responsable à un second degré dans un autre parti qui s'appelle l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et comme tel, Monsieur le Président, j'ai participé volontairement pendant 15 ans à toutes les activités que ce parti a menées dans le cadre de l'instauration de la démocratie en Guinée et pour le développement harmonieux de notre pays. Monsieur le Président, aujourd'hui, on se posera la question, pourquoi après 13 ans, c'est aujourd'hui que je me présente, et de manière spontanée. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, je ne me plains pas de mon sort. Parce que le jour 28 septembre, quand j'ai décidé de quitter ma maison pour aller, je suis allé en connaissance de cause, en sachant les risques que je courais. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Mon sort, je me suis accommodé avec, parce que c'était moindre que ceux qui ont perdu la vie. Cependant, mon épouse, qui a souffert le martyre, a comparu devant Human Rights Watch. Cela m'a soulagé parce que quelque part, elle représentait les victimes. Et chez moi également, j'ai reçu Mme Asma Ouba avec le groupe de Avipa. C'est dans ma maison qu'elle a été confirmée comme présidente. Pour nous déjà, c'était largement suffisant pour que nous ayons des personnes dignes de confiance qui pouvaient et qui peuvent porter la voix de toutes les victimes. Monsieur le Président, étant donc un responsable d'un parti qui était un des plus grands partis et qui continue encore d'être un grand parti en Guinée, qui est l'UFDG, dont le président est Elan Seydou Dalein Diallo, nous avons apprécié
l'arrivée au pouvoir du CNDD, après la mort du général Lansana Conté, paix à son âme, en décembre 2008. Il vous souviendra que ça a été une liesse, parce que le président ou le chef de groupe qui a pris le pouvoir après le décès du général était apprécié de tous les Guinéens, sans exception. Il portait un espoir. Nous avons confiance en lui. Il était même un idole. Nous avons observé un vent de liberté dans tous les sens venait de sonner encore sur la Guinée et planer sur la Guinée. Et l'équipe, dans les premiers mois, a fait un beau travail. Mais le plus important, un homme, c'est la parole. Si nous avons apprécié le travail de l'équipe dirigée par le chef de l'État à l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara, que je respecte, parce qu'il s'est engagé, comme aujourd'hui, le CNRD s'engage à lutter contre la gabégie, contre le détournement, à lutter farouchement contre la drogue et à s'intéresser aux acteurs sociaux, c'est-à-dire les nécessités de base, l'eau, le courant. Nous nous souviendrons tous qu'à l'arrivée du capitaine Dadis, il n'y a pas un quartier de Conakry qui n'avait pas connu le bitume. Il n'y avait pas un quartier de Conakry où il n'y avait pas de forage. Et nous, en tant que patriotes, étions fiers. Mais, comme politique, nous savions qu'un régime militaire est toujours un régime militaire. Le militaire, c'est fait pour la caserne. Le militaire, c'est fait pour défendre la nation. Le militaire, c'est fait pour assurer la sécurité de l'État, du pays et de tout ce qui est dans le pays. La politique, c'est pour les civils. Et le président du CNDD l'avait bien compris quand il a pris le pouvoir en déclarant Urbi Torbi qu'il n'était pas venu pour se pérenniser au pouvoir, librement. Donc, nous l'avons tous adulé. Et c'est sûr qu'il allait aller. Malheureusement, nous ne savons pas par quel sort. Nous avons vu des signaux qui nous indiquaient clairement que l'homme allait régner à ses engagements premiers. Ce qui, naturellement, attira l'attention des forces vives. Je veux parler du syndicat. Permettez-moi de commencer par le syndicat, parce que j'ai le sein syndicaliste. J'ai été 15 ans secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société diamantifère Arédor. Aussi les partis politiques, les organisations de la société civile. Bref, tous avons fait des pieds et des mains pour que les organisations qui avaient commencé à pousser par-ci, par-là, pour pousser l'homme à renier à ses engagements, disparaissent. Et que, comme promis, notre sauveur à l'époque, le capitaine Dadis, respecte sa parole, quitte à aller revenir plus tard, comme ATT l'a fait au Mali. Malheureusement, les sirènes maudites ont continué à sonner et nous avons décidé donc de nous faire entendre, mais de manière pacifique. Vous savez, le 28 septembre 2009 est arrivé après une longue préparation d'un comité d'organisation qui a rempli toutes les conditions. Mais il est clair que si la manifestation pacifique est un droit inaliénable, constitutionnel, il est clair aussi
que quand elle est interdite, on court des risques dans un régime militaire. Mais il fallait que nous allions passer sur notre droit. Et si vous entendez que je ne me plains pas de mon sort, c'est parce que cette manifestation avait été interdite. Quoique notre droit, mais elle était interdite. Ceci étant, nous avons exercé ce droit. Le 28 septembre, donc, les Guinéens qui appartenaient aux forces vives ont été demandés par nos leaders de l'époque de se présenter au stade. Je viens maintenant au 28 septembre, Monsieur le Président. Étant convaincu donc que c'était une nécessité de se manifester et un droit constitutionnel, je m'étais préparé le 28 septembre pour venir au stade du même nom. À 5h45 du 28 septembre 2009, à peine je finissais de faire ma prière, dégrainer le chapelet, j'étais encore assis sur le tapis. Mon épouse, qui ce jour ne pouvait prier, couchée dans le lit, mon téléphone crépita. 5h46, il crépite. Ce n'est pas habituel. Et je prends, et qui est au bout du fil? C'est mon grand frère. Un grand frère qui est aujourd'hui comme un père pour moi. Parce que c'est lui qui répond notre papa. À l'époque, il était un retraité de l'armée guinéenne. En 2006, au temps du Jean-Lance Conté, sous la responsabilité de Dourang Assifat Diassini, qui était le ministre de la Sécurité de l'époque, le commandant Keïta a été mis à la retraite. À l'époque, 2006, jusqu'il y a quelques 3 à 4 ans, il était en possession de toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Et aussi, il faut ajouter que ce frère, que je compte comme un papa, m'a suivi dans l'UFDG. Il était un responsable au niveau du bureau exécutif dans la commission sécurité. Donc à 5h46, mon grand frère m'appelle. Il me dit, Youssouf, je dis oui. Ne sors pas aujourd'hui. Hein. Tu es sorti? Je dis non, je ne suis pas sorti. Il ne faut pas sortir aujourd'hui. Je dis pourquoi? Non, il ne faut pas sortir. Ce n'est pas bien, il ne faut pas sortir, parce que c'est interdit. Il faut rester. Je dis, mais mon frère, nous avons déjà pris un engagement, il faut qu'on aille. Il dit non, ne sors pas. Je dis d'accord, je ne sortirai pas. Parce que nous avions à l'époque, à la mémoire, très fraîche, les événements de janvier, février 2007, où plus de 150 jeunes Guinéens ont été froidement abattus sur le pont 8 novembre, encore à cause des manifestations. Alors, comme mon frère a insisté, et c'était inhabituel, j'étais paniqué. Je me suis levé et mon épouse me demanda, oui, qui t'a appelé et qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, c'est mon grand frère qui vient de m'appeler. Il insiste de ne pas du tout aller aux manifestations. J'ai dit parce que c'est sûr que ça va être très chaud là-bas. Et rappelle-toi de ce qui est arrivé il y a 2 ans au stade, ou il y a 2 ans sous le pont 8 novembre. Je dis c'est des militaires au pouvoir, ça risque d'arriver. Elle me dit ne pars pas. Je dis non, il faut que je parte. Surtout que je sais qu'il va y avoir quelque chose, je ne peux pas rester. Si je ne pars pas, il faut me considérer désormais comme un vivant mort.
Si je ne pars pas, ma chère épouse, je serai considéré comme un traître, comme un lâche. Je dis, ce qui va arriver, arrivera. Mais, sachant que quelque chose allait arriver, je ne sais quoi, mais qui ne serait pas bon du tout, j'ai demandé à mon épouse de rester à la maison et de s'occuper de nos enfants, au cas où je ne revenais pas. Parce que je sors avec un grand risque. Elle insista. J'ai dit, mais si je ne vais pas, il est 6 heures du matin, les gens ont commencé à sortir. Il faut que je parte. Finalement, contre son gré, on s'est donné câlin et je suis parti, en lui confiant la famille et les enfants. J'ai pris quand même mon garçon, qui avait déjà 25 ans, il est ici dans la salle, qui m'a accompagné en nous disant, nous sommes des hommes, allons-y, si quelque chose arrive, c'est sûr Dieu va nous sauver. Mais si nous restons, nous serons morts en homme digne. Il est dans la salle ici. Il porte encore les stigmates. Donc, à 6h, 6h05, nous prenons le véhicule, un pick-up, et nous filons à toute trombe, à tombeau ouvert, de Lambagny à Dixine, où nous étions censés nous retrouver, et où logeait mon leader à l'époque, le président Cellou Dalein Diallo. Nous n'avons pas fait 10 minutes. C'était un premier signal. Là où d'habitude nous faisons 30 à 40 minutes, nous n'avons pas fait 10 minutes. Tout était vide. Tout était vide. Nous sommes allés à tombeau ouvert. Et arrivé chez El Selou, son portail n'était pas encore ouvert. Parce qu'il était 6 heures, encore 8 comme ça. Le vigile m'ouvre la porte. Je dis que je viens voir le président. Je le trouve lui-même, mais il n'était pas sorti encore de son petit salon. Je tape, il ouvre. J'ai vu quand même qu'il était habillé. Je lui dis, Président, je viens d'avoir une conversation avec mon grand frère, le commandant Keïta. Et il me dit de ne pas du tout sortir. Ça ne va pas être bien du tout. Je dis donc, c'est très grave. Est-ce que ce qui est passé le janvier-février ne va pas se répéter? Il était déjà 6h30. Et là, c'est Loudi. Lui aussi, la nuit, il a eu quelques informations. Donc, ça signifie déjà que les rumeurs couraient, ou les signes ne trompaient pas. Mais là, c'est Loudi. Il est impossible maintenant de faire quoi que ce soit. Nous devons aller, et nous allons aller. J'ai été très réconforté, parce que moi-même, je viens de dire la même chose à mon épouse. J'ai été réconforté par sa position et par réellement sa hargne de mener le combat jusqu'au bout. Nous étions allés pour manifester pacifiquement. Même pancartes, nous n'avions pas. Certains avaient des pancartes. Mais nous avons pris soin de ne prendre absolument quoi que ce soit qui pouvait interpréter une violence. Donc, 6h45, nous restons chez El Selou jusqu'à 7h30, 8h. Et nous quittions donc chez Selou pour aller chez Jean-Marie Doré. C'est là où les leaders devaient tous se réunir. Donc, nous sommes arrivés chez Jean-Marie Doré dans les environs de 8h30, comme ça. Il n'était pas 9h encore. Et ce dernier était assis. Les leaders sont venus, je retiens bien, la conversation entre lui, Selou et Sidia, parce que c'était les leaders de pointe. Nous les suivions. Il dit donc à Selou, Sidia et les autres qu'il ne peut pas aller. On lui demande pourquoi vous ne pouvez pas aller. Il dit non, parce qu'il vient de recevoir un appel, l'appel du président, du chef de l'État, lui demandant donc d'attendre
une délégation qui devait venir rencontrer les leaders chez lui. J'ai écouté effectivement cette conversation. Bon, Sidia répond, mais, oui, moi-même hier, il m'avait appelé, mais je dis que ce n'est pas possible. Et c'est lui dit, il faut que nous partions, parce que la population est déjà sortie. Nous n'avons qu'un moyen de retarder maintenant ou de faire quoi que ce soit. Jean-Marie dit en tout cas, il faut qu'il attende les émissaires du chef de l'État. Alors nous l'avons dit donc, il faut attendre. Quand ils viendront, vous le dites déjà ce qu'il y a, et nous partons. Parce que déjà, chez Jean-Marie, étant là-bas, nous voyons des téléphones, déjà Mouktar et Baouri étaient en contact avec des gens, et nous savions déjà que la population était en train de venir. Finalement, la décision a été prise que Jean-Marie resta et que le reste des leaders et nous qui les accompagnons partions rejoindre le gros de la troupe au stade. Donc, dans les environs de 9h30, comme ça, nous sommes sortis de ce Jean-Marie Doré, 9h30, 10h, nous sommes sortis de ce Jean-Marie Doré à pied. De chez lui, nous avons fait quelque chose de 300 mètres jusqu'au niveau de la Fondis. Nous, à partir de la Fondis, un peu devant, nous apercevions une marée humaine à l'autre bout, vers le stade. Nous entendons la clameur publique. Nous voyons même le tricolore qui flottait. Nous avons compris que la population était massivement sortie. Alors donc, à partir de la Fondis, nous avons commencé à marcher. Juste au niveau où il y avait l'ancien garage, où il y avait le parc, de véhicules en face de Poli, le colonel, à l'époque, ministre chargé de la lutte contre la drogue et le crime, est venu. Il n'était pas armé, il était accompagné de son garde-corps. Il est venu nous dire, j'étais là, il dit à Selou et à Sidia, le président m'envoie vous dire de reporter cette marche ou de l'annuler même. Aujourd'hui, c'est le 28 septembre. Reporter cette date. Eh bien, les leaders répondent, mais, monsieur le ministre, vous-même, vous voyez déjà la population, comment elle est. Quels moyens avons-nous de reporter maintenant? Ce qui serait alors sage, c'est de nous laisser aller. Nous ne faisons absolument rien. C'est pour aller tenir un discours dans l'esplanade du stade, parce que c'est ce qui était prévu, c'était même pas dans le stade, c'est l'esplanade. Aller tenir un discours, et puis, nous allons nous disperser. Mais nous ne pouvons plus reporter. Le ministre a insisté, mais nous ne l'avons pas entendu. Il s'est éclipsé avec son garde-corps, il est parti. Et entre-temps, devant, nous avons vu d'autres militaires qui essayaient de barrer. Mais je crois, avec la force de la population, ils ont quitté. C'est ainsi que nous avons été emportés jusqu'au stade du 28 septembre, à l'intérieur du stade du 28 septembre. Et là, c'était vers 10h40, 11h, plus ou moins. Nous sommes montés à la tribune. Les leaders ont été transportés par la foule jusqu'à la tribune. Nous les avons suivis. Et sur la ligne, je me souviens très bien, il y avait Yannick, que je ne connaissais pas, mais dont j'entendais parler parce que, avant 2007, j'étais un des responsables du parti RPG à Aridor, à Badankoro. Mais je connaissais que Traoré, Tidjane Traoré. Pourquoi? Parce que le ministre Tidjane Traoré et moi, nous nous connaissions, parce que nous avons tous été
Vraiment, et nous sommes des sécouristes, s'il faut le dire comme ça, permettez-moi de l'expression. Donc, il y avait Diané, il y avait Mouktar, il y avait Silla, Bouakar Silla, il y avait François Le Sénifal, Baouri, La Selou, et à côté de Selou, j'étais, et plus haut, Yero, qui fut ministre du temps du professeur Alpha Condé, et Salou Bella, docteur Salou Bella. Il y avait d'autres responsables de l'UFDG à l'époque que je n'avais pas vu, mais que j'ai vu après, quand la débandade est arrivée. Il s'agit de Elhadji Djouma Diallo, qui fut préfet à Kérouané, de Aliou Condé, que j'ai vu, de Aliou Ba, après, et naturellement, d'autres dames que je ne vais pas citer ici, mais que je citerai plus tard. Donc, à ce niveau, nous étions. Il y avait la liesse. Le stade était plein à craquer, s'il faut le dire comme ça. Et les tribunes, et la pelouse, c'était bondé noir de monde. Nous étions tous heureux et nous pensions donc que vraiment nous avions réussi. Les discours allaient se tenir et les gens allaient se retourner en bon enfant, chacun chez soi. Mais, à notre grande surprise, à peine 20 minutes de transe et de joie, certains priaient même, il y a la fumée, une fumée, c'était ma première fois d'humer le gaz lacrymogène. Il y a une fumée qui est venue jusqu'au niveau de la tribune, nous n'entendions aucun bruit, sauf un mot de you-you des gens sur le stade. C'est arrivé, et subitement, nous avons commencé à nous frotter les yeux et à respirer difficilement. C'est là que Dr Salou Bella, un confrère à moi, est venu avec une plante, la feuille d'une plante, je ne sais pas si c'est citron ou orange, et il nous a fait humer cela. Ça nous a aidé à nous désaxifier. Au même moment après, nous voyons déjà les jeunes ou les gens tomber sans savoir pourquoi ils tombaient. Parce que la tribune où nous étions, nous avons un aperçu général sur tout le stade, toute la pelouse. Donc, ceux qui étaient au bord de la pelouse commençaient à tomber. Après que le gaz lacrymogène ait déjà plané, ils commençaient à tomber. Mais à ce niveau, on ne voyait pas de gaz. Immédiatement, le président Sidi a dit, il s'exclame, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est de l'hystérie? Moi, comme médecin, j'ai répondu là-bas, j'ai dit non, président, ce n'est pas, c'est pas l'hystérie. Ils sont en train de tomber morts comme ça. Ils sont morts comme ça. Et certainement, ils sont en train de tirer. Mais nous n'entendions pas le crépitement. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de bruit, tellement de brouhaha, que nous ne pouvions pas, du stade de la tribune, entendre le crépitement des balles au niveau du stade. Jusqu'au moment où ça s'est décanté. Nous avons vu que les gens couraient par-ci, par-là. C'était le sauve qui peut. Et certains leaders, chacun a pris la peau d'Ascampette, il faut le dire comme ça. Parce que c'était le sauve qui peut. Même les jeunes des partis qui avaient essayé de former une haie avaient fini par s'en aller. Et finalement, je suis concentré sur la Selou, nous descendions, les gradins étaient déjà pratiquement vides. Quand surgit de la pelouse vers les gradins un militaire. Ce militaire, constitution moyenne, pas très grand, il portait cagoule, portait la cagoule. Je l'ai vu parce que nous étions, il est venu comme à moins de 20 mètres de nous. Il s'est approché jusqu'à 10 mètres. Je voyais seulement les deux trous, mais on ne le voyait pas. Il n'avait pas de fusil. Il est venu, on dirait qu'il était venu pour ses loups, parce que nous étions là, même le garde-corps
avait un peu disparu, je ne sais pas, pour les raisons d'après. Il a dit à Selou, viens. J'étais avec lui. Selou a dit non, qu'il ne va pas. S'il veut qu'il vienne lui. Alors nous étions tétanisés. Nous descendons un peu et subitement, ce militaire encagoulé s'est jeté sur lui comme une fauve. Ce qui s'est passé, nous le savons tous. Moi, ayant vu cela, j'ai compris que c'était fini. Et qu'en réalité, c'était mon dernier jour. C'était la deuxième fois que j'échappais à la mort. Permettez-moi de faire cette parenthèse, parce qu'en 2000, avant l'agression rebelle de 2000 venue de la Sierra Leone et du Libéria, j'ai été pris par les coupeurs de route en plein 14 heures entre Banankoro et Kissidougou. Les coupeurs de route ont pensé que j'étais un diamantaire parce que j'étais dans un gros véhicule. Ils ont pensé que j'étais un diamantaire. Ils nous ont arrêtés en pleine brousse. Le chauffeur a voulu fuir. Ils l'ont abattu sur place. Et à moi, ils ont demandé donc de donner ce que j'avais. Je n'avais rien, je n'avais que des cartons de médicaments. Parce que j'étais allé chercher des médicaments pour Aridor. Alors, on donne ordre, ils donnent ordre, ils étaient dévisagés, ils donnent ordre à son sbire de m'abattre. Effectivement, il dit, il faut le tuer. Il dit à un bon malinqué, Afaba, à Ransobelo. C'est tue-le pour qu'il sache que nous sommes au sérieux. Pour moi, c'était déjà l'heure. Je me suis couché, comme ça, je regardais le soleil, parce que comme ça je devais mourir, pas comme un lâche. Il a sorti l'arme, il a braqué d'abord sur mon cœur, je n'ai pas eu peur, parce que je savais, un seul coup, on mourrait, mais après, il a descendu jusqu'au niveau du pied. Et au niveau du pied, c'est là, comme médecin, je suis, que s'il tirait, j'allais mourir à petit feu. Et c'est là où j'ai eu une chaleur. J'étais jeune, mais ma chevelure est devenue toute blanche à cause du stress. Heureusement, il n'a pas tiré. Mais je suis resté serein. Alors donc, j'avais déjà cette sérénité qui m'a servi au stade du 28 septembre 2009. Quand donc, ils sont occupés du président Selou, que j'ai cru déjà mort, parce que la manière dont l'intéressé s'est jeté sur lui, sur les gradins, ce n'était pas encore la pelouse, où ils l'ont, en un mot, vraiment traumatisé, j'ai compris que c'était fini. Donc, je suis descendu sans courir, c'était vide déjà, en attendant peut-être qu'une balle me prenne ou bien qu'on m'arrête. Je suis descendu du grand stade pour aller vers l'annexe. En traversant la chaussée qui sépare le grand stade de l'annexe, j'ai aperçu, comme à 60 mètres, Jean-Marie Doré, qu'on trimbalait. Il avait une chemise blanche, qu'on trimbalait, mais il n'y avait plus de veste. Mais j'ai vu que c'est Jean-Marie Doré qu'il trimbalait. Pas vers la sortie, mais vers l'intérieur encore du stade. Alors je me suis dit, certainement il va avoir le même sort que celui. Pour moi déjà, j'étais complètement abattu, moralement fini, mais quand même lucide. Parce que heureusement, j'avais prévu que si quelque chose m'arrivait, mon épouse allait comprendre et allait s'occuper de mes enfants. Alors donc, je traverse cette ruelle et je rentre dans le petit stade. Il y avait plus de 2000 personnes. Toutes les personnes qui étaient là étaient tétanisées parce qu'on ne savait pas où aller. Les garçons, ceux qui étaient valides, comme mon garçon, mon fils qui est là, ont sauté les murs. Il porte encore effectivement des traces de sa blessure. Les autres, voilà, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, certains montaient sur les arbres qui étaient là-bas, les cassias, qui sont au stade annexe, et d'autres étaient jusque sur la toiture de la salle de basketball. Et certains militaires venaient y tirer. Donc, nous étions tétanisés. Il n'y avait pas d'issue. Beaucoup de femmes. Personne ne savait où aller. C'était d'environ du midi 30. Il faisait chaud. Alors moi,
J'ai compris que le jour J est arrivé. Mais je me suis posé 2 questions. Est-ce que je vais mourir et être un disparu qu'on ne sache pas si je suis mort ou où je suis allé? Première question que je me posais. Deuxième question, dans cette foule, est-ce que je vais essayer de courir, aller partir et qu'on me tire dans le dos, que je meure comme un lâche? J'ai dit non. Là-bas, j'ai dit, il faut que je sorte, comme j'ai dit à mon épouse, que je suis psychologiquement préparé, je vais sortir du lot et aller droit vers les militaires qui sont en train de tirer. Si je tombe, quelles qu'en soient les conditions, ces milliers de personnes qui sont là ne vont pas toutes mourir. Au moins, une personne parmi elles pourra dire que j'ai vu Dr Keïta tomber. C'est ainsi que j'ai pris cette décision et j'ai récité ma prière, Ayat al-Kursi. Je suis sorti. J'ai fait, à peine je faisais 4 mètres, effectivement, que quelqu'un élève mon nom. J'étais déjà satisfait. Je me suis rendu plus tard compte que c'était M. Ali Ouba, à l'époque secrétaire fédéral de l'UFDG de Ratoma, qui a été honorable député. Il a élevé mon nom. Docteur Keïta, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Mais déjà, l'adrénaline était montée et j'étais psychologiquement préparé. Mais comme par la grâce de Dieu, j'ai fait 5 mètres, j'ai continué. Les militaires aussi qui étaient en face, ils étaient quelque chose à 30 mètres comme ça, 30 à 40 mètres, ont arrêté de tirer. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Et comme je le disais, depuis très longtemps maintenant, nous sommes toujours passionnés à la recherche de la vérité dans cette histoire du procès du 28 septembre. Et depuis maintenant près de 2 mois, nous assistons ici à un défilé de toutes ces personnes qui ont non seulement vécu ces événements du 28 septembre, mais qui ont été aussi violentés. Dieu merci que nous sommes devant un tribunal ici. Ce président du tribunal qui, jusqu'à présent, nous fait preuve de confiance. On sait très bien que à la sortie ou bien à l'issue de ce procès, que le verdict final serait réellement accepté par tout le monde. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au fur et à mesure que voilà, ces témoins-là passent devant ce tribunal, on se rend compte que cette tâche n'est pas facile. On se rend compte que ce n'est pas facile non seulement pour ce tribunal pour, en fin de compte, dire qui ira en prison ou bien qui serait libre, mais ce n'est pas aussi facile pour ces avocats qui se battent nuit et jour pour défendre surtout leurs clients. Tout ce que nous voulons, nous, peuple de Guinée, nous voulons que la vérité soit reconnue et que les coupables soient conduits en prison, parce que si réellement on ne trouve pas de coupables dans cette histoire, ou bien on ne trouve pas le vrai coupable dans cette histoire, nous sommes persuadés que les mêmes choses vont se répéter dans les années à venir, et c'est ce que nous voulons éviter. Merci à tous de regarder cette vidéo, et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, partager, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.